avant même de commencer pour critères, le mot relance, il est utilisé dans un contexte de réponse d'urgence, ce qui est le cas de la réponse Covid. Dans le monde du développement de l'humanitaire, où on fait une réponse, le cycle d'une réponse urgence, il se compose grosso modo en 3 phases. La réponse immédiate, ce qui s'est passé les financements au début de ce qu'on appelle les survies. Donc après, il y a une première, ce qu'on appelle early recovery, donc relance early en français tôt, et après il y a la relance. Donc quand on dit le mot relance, c'est par rapport à un point de départ, n'est-ce pas? On relance par rapport à un point. Et dans le contexte d'une crise, ce point de départ, c'est le point de niveau avant la crise immédiatement. Donc il faut d'abord décider, il est où le point de repère? Parce qu'une relance par rapport à quoi? Est-ce que c'est une relance par rapport à une phase de dépression? Est-ce qu'une relance par rapport à une crise, qui a quand même la chute, la réponse à une relance d'une crise n'a rien à voir avec une relance dans une période de stagnation. Donc il faudra d'abord qu'on se mette d'accord, qu'entendons-nous par une relance? Si on est dans une logique de relance on veut juste dynamiquer, c'est vrai, il n'y a pas un grand choc comme l'équivalent d'un choc du Covid. Moi, personnellement, dans une réponse, dans un contexte comme celui du Covid, c'est une réponse à une crise. Donc la relance devrait se faire d'abord, tu ne peux pas demander par exemple à un secteur, ou à une entreprise, ou à une ONG, de tout de suite réfléchir à son développement, donc à sa croissance, avant d'abord de récupérer de la crise, de choc qu'elle a eu. Donc pour moi, la relance, c'est d'abord, regardez, quelle est ma baseline, on dit, quelle est la base? Donc ma base, c'est de mon niveau déjà, rien que ça. Parce que pour moi, je parle par exemple pour Culture Funding, je suis une entreprise culturelle. Pour moi, la relance, d'abord, avant de penser à ma relance, je veux retrouver mon niveau d'avant, qui est mes activités sont 0 maintenant. Et mes revenus sont morts jusqu'à septembre prochain, au meilleur des cas. Donc pour moi, la relance, c'est d'abord, je récupère sur mes projections, sur ce que comme ma croissance, mes activités, ce que j'ai envie de faire, jusqu'à la fin de 2020, qui ont complètement été chamboulées. Après, si on prend le mot relance dans son sens large, effectivement, dans cette crise, dans chaque crise, il y a un choc, mais il y a aussi ce qu'on appelle une opportunité aussi, de changement, de tests, de repositionnement, d'autres besoins naissent, c'est-à-dire on a vu ça, d'autres services naissent et ils vont naître en conséquence à ça. Il ne faut pas aussi perdre de vue, je comprends très bien qu'il faudra en fait aussi réfléchir à la relance dans ce sens-là. Donc il faudra trouver un équilibre entre dans une stratégie de relance, entre d'abord ramener et rendre les gens à un niveau, jamais on va récupérer immédiatement, on est encore dans la crise, on ne connaît même pas ces dimensions. Comment peut-on faire une stratégie alors qu'on ne connaît pas déjà le contexte? C'est-à-dire donc il faudra peut-être se poser un moment la question, se dire quels sont les besoins immédiats, c'est-à-dire de la relance, la première phase early de la relance, qui m'aide pour moi, par exemple, me repositionner, m'adapter à un nouveau produit, retrouver aussi les pertes, etc., mon réajustement par rapport à ça. Après, l'opportunité dans ce contexte-là, vraiment, et d'ailleurs je pense que les tendances avec le ministère vont très bien dans ce sens-là par rapport à cette partie, c'est qu'on en profite aussi pour refaire les bases, parce que c'est quand même un rechamboulement, ça va changer complètement le paysage, mais globalement. Et là où il y a une opportunité, parce qu'un window comme ça, une fenêtre ouverte comme ça, toutes les cartes peuvent complètement être rechangées. On a une chance de retrouver, déjà à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale, et c'est ça aussi, dans le contexte de relance, il ne faudra pas aussi perdre de vue de cette dimension. Donc il y a une chance de pouvoir se repositionner par rapport à ça. Maintenant, comment le faire? Je n'ai pas de réponse. Personne ne peut prétendre avoir une réponse à ça, franchement. C'est une situation inédite. Personne, l'échelle globale, et en particulier notre secteur, on parle du secteur culturel et créatif. Le 20 mars, je ne sais pas si vous avez assisté, on avait organisé la première conférence virtuelle mondiale sur les réponses d'urgence, les emergency funding pour les industries culturelles et créatives dans le monde entier. Il y avait du monde entier. Il y avait le City Council de New York, aux fondations Affaires, Rambourg, Lazare, et on l'avait fait d'ailleurs avec l'appui de la Fondation Rambourg. Et une des grandes conclusions de ces discussions, et ça a été, on a répertorié, enfin, a divisé les gens en 3 workshops, donc un pour les fondations privées, un pour l'institutionnel, donc les États, ce qu'on a dit, on a eu la municipalité de New York, et un pour la communauté des artistes eux-mêmes qui ont pris des initiatives et qui se mobilisent pour s'entraider. Et les 3 ateliers, une grande conclusion, c'est que
il disait en anglais, how unprepared we are. Comment on n'a pas du tout préparé pour ça en tant que secteur. Il n'y avait pas de réponse à cette question en ce moment-là. Il y avait juste quelques apprentissages et quelques exemples. Et donc, s'il y en a un mot à dire, c'est qu'il faut d'abord être conscient, on n'a pas la réponse exacte, personne ne l'aura. Pour l'instant, c'est trop tôt de le dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est que s'entraider les uns les autres, essayer de voir toutes les dimensions. Moi, d'un point de vue de mon expertise et mon savoir et mon rôle comme Culture Funding Watch dans l'écosystème en Tunisie, je pourrais donner mon avis sur les mécanismes de financement. Donc, dans une relance, et en général, il faudra varier les mécanismes d'appui. On a tendance, partout dans le monde, on considère que le financement de la culture ou l'appui de la culture, c'est des subventions, ce qui est complètement erroné. D'ailleurs, dans mon métier, on compte diffère maintenant between fundraising et on préfère le mot mobilisation de ressources, parce que ça englobe tout. Pour pouvoir vraiment pulse un secteur en entier, il faudra lui donner les ressources dont il dispose. Et les ressources ne sont pas uniquement financières. Ça ne suffit pas. Et il faut injecter les moyens financiers à travers plusieurs outils. Il y a les investissements, il y a les prêts, il y a l'appui à la recherche, il y a l'appui à la restructuration. Il faut une approche, arrêter avec l'approche projet. Pendant très longtemps, on a une approche qui est, OK, on va financer la culture, on va financer des projets et essentiellement de l'événementiel. Ce n'est même pas des projets structurants. Quand tu regardes dans le monde entier, tu regardes dans les pays qui réussissent, qui ont des acteurs de poids, qui arrivent même à être des locomotives régionales, vous allez voir que l'État ou les autres, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement l'État, parce qu'il n'y a pas que l'État qui appuie le secteur, c'est tout un écosystème. Donc les players, les parties prenantes de cet écosystème appuient plusieurs niveaux. Ce n'est plus un projet qui l'appuie, mais c'est l'écosystème en entier sur pied. Il faut travailler en fait sur toute la chaîne de valeur, sur tous les players. Aujourd'hui, on parle d'écologie, d'économie culturelle et créative, et on parle même, ce n'est plus à la limite quelqu'un quand on parle, on va appuyer les entrepreneurs, on appuie les ONG, ça, une approche par qui sont les acteurs, mais aussi une approche par rôle, c'est-à-dire vous avez besoin des gens qui font de la recherche, il faut soutenir le plaidoyer, que les gens du secteur soient eux-mêmes capables de réfléchir et formuler. C'est-à-dire, c'est eux qui connaissent le mieux les besoins, ce qu'il faut faire. C'est eux les experts de leur métier. Ce qu'il manquait, sur le passé, c'est de rendre ce qu'on appelle l'environnement enabling, empowering environnement, qui leur donne les moyens d'aller au niveau d'un praticien à quelqu'un qui réfléchit sur sa pratique. Et pas uniquement la pratique artistique, c'est toutes les pratiques qui sont autour de ça. Le managérial, la promotionnelle, le commercial, etc. Il faut que tous ces gens qui travaillent autour de l'artiste, autour de l'action culturelle, soient eux-mêmes capabilisés. Et il y a une différence entre faire de ce qu'on appelle en anglais la capacity building, renforcement de capacité, et l'empowerment. Désolée, je ne trouve pas les mots parce que c'est très différent. Mais bien, tu donnes à quelqu'un juste les compétences, mais tu lui donnes le pouvoir. Et le pouvoir le plus fort, c'est le pouvoir de la proposition. Quand on donne dans une optique de relance, moi, mon conseil, pour conclure sur ce point, vous voulez un secteur qui empower le secteur, lui donner le pouvoir de la proposition par des investissements, pas uniquement dans les projets, mais dans la recherche, dans la mobilisation, dans la réflexion et dans la proposition. Quand on a des acteurs qui sont capables de faire des propositions, qui ont ce qu'on a dire la force de la proposition, ce qu'on n'a pas encore, ça commence à venir, ce qui est une chose des impacts positifs de le Covid, c'est que les gens commencent à s'organiser, ils commencent à poser des questions, ça existe d'avant, mais l'élan, le mouvement, il est plus fort. Et c'est là où il faut saisir et appuyer cette tendance. Franchement, quand on voit les jeunes, aujourd'hui en Tunisie, on a quand même une jeunesse qui est très intelligente, qui est très connectée, qui comprend comment ça se passe. Après, je pense qu'il y a des disparités. Les moyens qui sont de porter sa voix, qui existent sur les grandes villes, ne sont pas les mêmes quand on n'est pas dans les grandes villes. Donc c'est plutôt ces jeunes-là qu'il faut aller chercher, il faut vraiment aller les chercher en facilitant des actions spécifiques comme maintenant, grâce entre guillemets au Covid, le virtuel devient dans le savoir de tout le monde. C'est comme savoir lire et écrire. Donc, organiser, mais il faut vraiment que ça soit porté et soutenir, organiser des petites réunions comme ça, de discussion, aller chercher ces jeunes qui ont perdu la foi dans le système, qui sont plus ou moins, comment dire, ils ont perdu la motivation, ils n'y croient pas, de les motiver, de les aider à formuler et de prendre en considération leurs besoins. Les besoins sont vraiment très, très variés.
À Tunis, parce que où les grandes villes, tu as l'infrastructure, tu as ce qu'il faut. Ailleurs, ces besoins, peut-être, ils sont encore plus basiques et il faudra justement proposer des programmes qui sont à des niveaux différents. Donc, vivement, je conseille d'organiser des facilités et soutenir l'organisation de ce type de réunions. Ils peuvent se faire même à travers notre chance, Fitounes. Si on a une infrastructure administrative, Teba Louzara, qui est très bien. On a Dar Thaqafa Djel Shabab partout en Tunisie. Ça, c'est un des rôles que peuvent jouer ces espaces, pas uniquement en activité, mais aussi en mobilisation et porter la voix. Ça ne coûte pas grand-chose d'organiser une réunion avec ces jeunes et peut-être quelqu'un qui va faciliter cette session en ligne. Ils connaissent, Yarfouhum, les gens qui sont là, et ben les mobiliser et porter leur voix. Je pense que ça vient de la logique de justement prendre cette opportunité-là, le côté opportunité dans cette crise, de pousser des dossiers qui dorment depuis longtemps. Ça ne peut être que louable. Mais je pense qu'ils sont pas vraiment séparés. L'un coule dans l'autre. L'impact par exemple, que l'artiste a un statut, déjà, c'est l'impact sur le bien-être et la production, et c'est un droit. Avant même de voir avec la relance ou sans la relance, il n'est pas normal dans un état de droit qu'il y ait des gens qui sont dans la précarité. Ça, c'est de la base. Après, par rapport à la relance, comment peut-on relancer un secteur qui n'est pas structuré? Donc les acteurs dans ce secteur qui sont dans des conditions de vie et de travail qui ne sont pas favorables, ils ne pourront jamais être au niveau que tu veux qu'ils soient. Donc le statut de l'artiste, oui, c'est important. Il faut ce dossier, il faut le faire, il faut le clore une fois pour toutes. Et c'est bien que ça soit remis en table maintenant parce que les situations sont favorables et ça a créé un mouvement. Maintenant, comment ça a été fait? C'est une autre histoire et je pense encore une fois, il n'y a jamais de façon idéale pour faire pousser ces dossiers, ce type de dossiers qui sont, on va dire, un peu compliqués et sensibles. Mon rôle là-dedans, c'est pour être de conseiller d'abord sur les mécanismes de financement et d'appui, comme je l'ai dit. C'est que chaque outil, il a ses plus et ses moins. Le choix des mécanismes d'appui, le choix de qui cibler, ce qu'on appelle dans le monde, ça s'appelle le grant-making strategy, les stratégies de grant-making ou les stratégies de financement. Ça, c'est mon rôle, parce qu'on travaille sur ça, on conseille sur ça, même certains bailleurs de fonds. Donc, c'est là où serait la contribution de Culture Funding Watch. C'est la veille, on fait de la recherche, parce qu'on collecte quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les nouveaux outils. Là, il n'y a pas longtemps, on a découvert la première fondation, je pense en Europe, qui fait des grants en crypto-money, en monnaie crypto. Donc, c'est là notre rôle, c'est de conseiller en étudiant les bonnes pratiques, connaissant ce qui se passe, parce que ces espaces existent dans d'autres pays. Aux États-Unis, il y a un forum, un espace d'association informelle entre les bailleurs dans le secteur culturel et créatif. Et là, c'est les bonnes pratiques. Comment on fait? Mon conseil pourrait être aussi quelles sont les implications justement légales quand on va élaborer ce statut de l'artiste, la partie légale, sur l'accès au financement, que ce soit locaux ou internationaux. Est-ce que ça a un impact en statut légal, comment dirais-je, la cohérence entre les mécanismes mis en appui dans un pays comme le nôtre et les mécanismes qui existent, qui sont par des organismes soit régionaux, soit internationaux. Nous sommes, jusqu'à il n'y a pas de la révolution, ça ne s'appliquait pas à nous. On avait un État fort et c'était une fierté. Pendant très longtemps, on n'avait pas besoin des bailleurs de fonds internationaux pour survivre. On ne vivait pas bien, mais on est quand même un État qui était très présent dans l'appui au secteur. Après, quelles sont ces politiques, c'est secondaire. Moi, c'est un autre débat, c'est pas secondaire, c'est un autre débat, mais l'argent était là. On avait toujours été, au moins le monde arabe, un des champions par rapport à ce qui après, ça part par grosso modo dans les salaires, c'est notre. Mais la volonté y était. Maintenant, la situation elle a changé. Donc il y a un impact sur le flux financier. Je vous donne un exemple très simplifié, mais ça pousse à réfléchir. Comment peut-on développer une politique culturelle sans évidemment être stratège sur sa politique de financement, sa stratégie. Pour qu'elle ne reste pas du papier écrit, il faut sa stratégie. Mais encore plus grave, comment développer et designer des politiques culturelles et leur stratégie de financement si on ne comprend pas le flux financier qui ne vient pas de nous? C'est-à-dire, encore une fois, admettons, on a fait la meilleure stratégie de relance pour la Tunisie demain et on a alloué à ça 10 millions d'euros, 50 millions d'euros. Et ce qui se passe, ce qui est malheureux dans nos pays, la plupart des pays du Sud, Global South comme on dit, c'est qu'il y a une invisibilité totale sur les flux financiers pour le secteur par les autres acteurs.
les organisations gouvernementales régionales, internationales, les bailleurs de fonds régionaux, internationaux. Donc imagine que l'État tunisien, le budget total, il injecte l'équivalent de 10 millions d'euros pour l'appui ou le développement du secteur. Et on se dit, pour sa stratégie les 3 à 4 prochaines années, l'État tunisien, il a décidé de miser sur le numérique, voilà, sur le secteur du cinéma. On va prendre. Mais qu'en réalité, en parallèle, tous les organismes internationaux, les autres bailleurs, ensemble, ils représentent 50 millions d'euros et leur stratégie va à l'opposé. Ta stratégie n'aura jamais une chance pour décoller. Donc c'est ça, mon ajout, c'est la veille, c'est le conseil, c'est la création d'espaces où les bailleurs de fonds, c'est pas mon rôle toute seule, c'est-à-dire j'essaye de le faire. Par exemple, chaque année, on fait, l'année dernière tu étais avec nous, on fait un essai, on a fait 3 éditions, on appelle ça le Resource Mobilization Info Day. Et on réunit tous les financeurs, pas uniquement financiers, l'assistance technique, le conseil, les incubateurs, tous ceux qui offrent des ressources pour les acteurs culturels et créatifs, de se réunir pendant une journée et qu'ils apprennent à se connaître. Et même quand on arrive à réunir dans une même salle les fondations tunisiennes, les autres, qui ne sont pas, je ne pense pas, à Tunis, il y a cet espace encore qui facilite cet échange de savoir-faire. Ils sont débordés, on fait tout ce qu'on peut. Donc si je peux, moi, apporter une petite contribution par faciliter l'accès à l'information, que ce soit l'information stratégique à propos quelles sont les pratiques, qui financent quoi, comment ça se passe, mais aussi l'accès à l'information pour l'acteur culturel lui-même qui sache où sont les moyens qui sont mis à ses dispositions. Parce qu'il ne suffit pas de mettre des mécanismes alors que les gens ne peuvent pas y accéder, soit parce qu'ils ne sont pas au courant que ça existe, soit parce qu'ils ne savent pas comment. D'ailleurs, un des services qu'on donne aussi, c'est comment élaborer ton projet, comment écrire ta proposition, comment aborder ton bailleur de fonds, faire ta stratégie de mobilisation de ressources. Donc, c'est à ces 2 niveaux qu'on pourrait, comme Culture Funding Watch, avoir de la valeur ajoutée sur ça. Ce qui se passe au jour le jour, donc on continue à développer nos services. Comme vous voyez, on fait des choses vraiment gratuites pour l'écosystème, beaucoup, comme on fait chaque mois. Donc, on publie, on map, et on publie toutes les opportunités de ressources. Donc, je dis encore une fois, ce n'est pas uniquement l'argent, c'est l'assistance technique, c'est la contribution en nature, c'est les formations, tout ce qui est les bourses de mobilité, les subventions, et on les publie gratuitement sur notre site web et sur notre page Facebook. On continue aussi à faire de la recherche. Donc ça, c'est ces études qui sont les outils, quels sont les outils de financement. On essaie aussi de recruter de nouveaux bailleurs de fonds pour les amener dans l'écosystème Terna, que ce soit des gens qui sont déjà financeurs mais qui financent autre secteur, comme l'année dernière par exemple, dans cette journée de mobilisation de ressources, chaque jour on choisit une thématique. Donc l'année dernière, on a décidé d'attirer l'attention des responsables RSE, qui, eux, quand ils développent leur programme RSE, ne penseraient pas naturellement à notre secteur comme étant un secteur porteur d'emploi, de création de richesse. On n'est pas dans leur radar. Donc, on crée ces espaces en faisant des plaidoyers. Maintenant, dans les médias aussi, on travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat culturel et créatif. Il y a très peu de littérature dessus, de la recherche, il y a très peu d'informations. D'où on a créé par exemple l'index des entreprises culturelles et créatives, qui est un outil en ligne, open source et gratuit, qui permet de générer des statistiques sur les entreprises culturelles et créatives dans le monde entier. Tu peux juste chercher ton pays, ça va te sortir les datas. Ça sert à quoi? Ça sert aux politiques, ceux qui veulent faire des stratégies d'appui et développement aux entrepreneuriats culturels et créatifs. Ils ont même quelques statistiques et quelques informations, quels sont leurs besoins, leur nombre, la répartition par âge, par secteur, les emplois qu'ils créent. Ça sert aussi à l'entrepreneur. Ça lui donne, parce que dans une étude récente qu'on a fait pour l'Union européenne sur l'économie créative, on a découvert, on a fait des focus group, on a découvert que très peu d'entre eux ont de la visibilité sur le marché sur lequel il évolue. D'ailleurs, on a mis un titre là pour rire, on a dit « L'entrepreneuriat culturel ou l'art de naviguer à vue ». Parce qu'il n'a aucun benchmark, aucune information pour bien élaborer son business plan. D'où notre faiblesse en tant qu'entrepreneur quand on aborde les investisseurs. Un investisseur ne te prendra jamais en sérieux si tu proposes un business plan qui n'est pas basé sur des chiffres, s'il n'est pas basé sur quelque chose de solide. Donc cet index, il est gratuit, il se fait juste les entrepreneurs, je fais appel, j'en profite. Allez-y, remplissez un petit questionnaire et les statistiques seront disponibles pour tout le monde. Vous, le premier, vous pouvez télécharger, faire ce que vous voulez. Les artistes, les chercheurs, les journalistes peuvent s'en servir. Donc on voit notre rôle, c'est là, c'est empower, pour donner de la data pour l'investissement, pour l'accès au financement.
Je suis optimiste, j'ai confiance dans notre capacité, ce qu'on appelle la résilience. Nous sommes un secteur, nous sommes des créatifs. Enfin, pas à moi, je n'ai pas la prétention, mais c'est un secteur qui est porté par des créatifs, une capacité d'adaptation incroyable. Et je sais qu'on fait, et tous les éléments sont là, franchement. Tout converge vers un niveau de maturité qui est en train d'évoluer. C'est rare de trouver les gens réunis avec une bonne volonté. Par exemple, sur le statut de l'artiste, c'est dans les tests passés. Là, on sent que la dynamique a changé. Donc, il y a une volonté. Allez, il faut le faire. On a un intérêt commun à le faire. Donc, la maturité, la conjoncture. On avait, pendant la journée de démarrage qui était organisée à la Cité de la Culture, on avait le chef de l'Ajnat al-Thaqafa au Parlement qui nous a promis, il nous a dit on est derrière vous, on y va. Donc on a quand même l'appui politique et c'est une opportunité. Donc je suis très optimiste que ces trucs-là vont aboutir sur quelque chose. Il n'y a jamais quelque chose d'idéal, mais ils vont aboutir à une amélioration, on va dire au moins positive, de la situation.